Oui, parce que ou bien on parle de soi, ou bien on parle du film, ou des films. Et donc, j'ai amené trois petites séquences qui font deux-trois minutes, donc au total 10, voilà. Et je vais te donner d'ailleurs l'ordre dans lequel il faut les présenter. D'accord. Donc, la bande-annonce, c'est la dernière. Mhm. Avant, il y a une petite séquence que je trouve amusante, parce qu'elle fait, c'est un conteur paysan qui l'annonce, qui la conte en fait, hein. Et c'est l'histoire qui se passerait peut-être il y a mille ans, sur une histoire de simples, c'est-à-dire de plantes médicinales, où l'imaginaire des plantes, c'est-à-dire la fantasmagorie autour de la plante, notamment d'une plante qu'on appelait la mandragore, plante maléfique, tout ce qu'on veut, et puis le réel, parce qu'il y a aussi les mêmes effets hallucinatoires réels. Tu as l'hallucinatoire dans l'irréel, dans la Mhm. pensée, et Mhm. puis tu as l'hallucinatoire dans la plante. J'ai travaillé là, pas mal sur l'imaginaire des plantes et quand je vois ce qui est arrivé à un certain nombre de gens, donc je ne vais pas vous le raconter parce que ce serait trop long, mais Jeanne d'Arc et Bernadette Soubirous, par exemple, qui sont très très liés Ici au monde présente, des hein, plantes. Bernadette. Merci Jean-Louis. Bon, raconte-nous Non, l'histoire. non, on sait que, par exemple, Jeanne d'Arc, on va prendre Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix, vous le savez. Et vous savez que c'était après les croisades. Les croisades avaient permis, contrairement à ce que l'on pense, les gens n'ont pas fait que se battre. Il y a eu des longs moments où, ma foi, ils vivaient sur le pays, tant bien que mal. Et ils ont fait connaissance, un certain nombre de gens, des petits seigneurs locaux qui étaient partis aux croisades, les hommes de troupes, qui étaient en fait des gens avec le regard paysan. Donc ces gens-là, ils se sont intéressés à la vie paysanne autour d'eux. Et ils ont, malgré les barrières de langue, de civilisation, des choses comme ça, ils se sont quand même aperçus que les bergers de ci, de là, de l'autre côté de la Méditerranée, ils utilisaient certaines plantes pour se soigner, pour soigner les bêtes. Dont une qui, quand ils l'ont ramenée, ça les a mis un peu dans un certain état, puisque cette plante, très vite, les botanistes l'ont classée dans une rubrique qu'on appelle les consolantes. Et ça donne bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Cette plante-là, elle avait un aspect magique par sa racine. La racine, elle avait, avec un peu d'imagination quand même, j'en ai arraché, j'en ai mis au jardin pour voir ce que ça donnait. Il faut avoir un peu d'imagination, mais on arrive très bien à trouver ça. On dirait qu'elle a deux bras, qu'elle a deux jambes, un torse et une tête. Bon, ça donne une silhouette humaine. Alors évidemment, cette plante, elle a pris un aura magique extraordinaire, à tel point qu'on a complètement déliré dessus en parlant de plantes qui ne poussaient que sous les pendus. Il fallait que la semence d'un pendu tombe dans le sol et la plante pousse. En fait, c'était la mandragore. Et cette mandragore que les bergers utilisaient outre-Méditerranée pour soigner les troupeaux et en même temps pour se donner la vie belle, on va dire, se donner la vie tranquille, que les croisés ont ramené parce que ça leur a aidé à passer la guerre parfois de façon un peu moins désagréable, on va dire. Mais quand ils sont rentrés en Europe, en France, ben, les stocks qu'ils avaient ramenés se sont épuisés. Ils se sont tournés vers les marchands leur ont dit oui, on peut vous en reprocurer, mais les dangers du voyage, la lenteur de l'expédition, ça va être cher. Alors ceux qui avaient des sous, ils ont payé, puis ceux qui n'en avaient pas, les marchands, ça les a un peu inquiétés, se dire quand même, il y a une clientèle qui nous échappe. Mais à cette époque-là, les savoirs étaient partagés, et on a vite trouvé un botaniste entre guillemets de l'époque, c'est-à-dire souvent des gens des campagnes qui avaient une connaissance, qui ont dit mais attendez, une plante qui a une racine de cette forme-là, aucun problème, on en connaît une autre. Et ça, c'est dans les extraordinaires de la nature, on s'aperçoit que cette fameuse plante qui elle pousse partout, qui est la brillante dioïque, elle a des parentés communes avec la mandragore. Mais par contre, il y a des petites différences. Alors, Jeanne d'Arc, elle ne faisait pas partie a priori d'une famille qui avait des sous, mais d'une famille pauvre, c'était une bergère. Et dans les minutes du procès, quand elle est prise par les Anglais, les minutes du procès, c'est le détail de ce qui s'est passé quand on l'a capturé. Ils notaient tout à l'époque, hein. Maintenant aussi d'ailleurs. Maintenant aussi. Ça n'a pas changé. Et, et donc, dans les minutes du procès, il est dit que Jeanne d'Arc avait, avec une fine cordelette autour du cou, à même la peau, entre les seins, une racine de mandragore. Heureusement que tu ne l'auras pas dit, toi. Je m'en sors bien. Sauf que c'était pas une racine de mandragore, mais que ça arrangeait bien que ça le soit. Ça arrangeait parce qu'on pouvait l'accuser de sorcellerie, parce que la mandragore était devenue la plante de sorcellerie par excellence au Moyen-Âge, condamnée par l'Église, etc. Donc on pouvait la brûler comme sorcière, en plus elle avait entendu des voix.
Sauf que c'était de la racine de bryon dioïque, et que la racine de bryon dioïque placée là, entre les seins et la chaleur de la peau, elle ne pouvait que donner ses propriétés. Et une des propriétés de la bryon dioïque est de faire entendre des voix. Alors là, on peut juste poser des questions, mais rien qu'avec cette coïncidence, si vous voulez, entre ces deux plantes, la mandragore, la bryone, et le fait que Jeanne d'Arc ait entendu des voix et qu'elle soignait ses brebis, puis qu'elle utilisait comme consolante cette plante, elle aussi. Bon, voilà, on peut laisser les points de suspension à chacun d'imaginer s'il n'a pas envie de croire au miracle, il a envie de dire oui, scientifiquement, effectivement, Jeanne d'Arc. Peu importe. Mais un miracle, c'est l'extraordinaire de voir comment, en fait, les choses, elles ne sont pas contradictoires, mais comment tout se tient et quel lien il peut y avoir entre l'humain quand il se laisse un petit peu aller et puis le reste du monde, quoi. C'est une coupe dans laquelle on est tous mélangés. Et puis la deuxième, c'est quand on a un thème qui s'appelle les simples, le mieux c'est de dire qu'est-ce que c'est. Donc il y a 10 manières, c'est une deuxième séquence, où il y a 10 manières d'aborder les simples avec 10 intervenants qui donnent leur définition des simples. Je trouve aussi que c'était intéressant. Alors les simples. Tout d'abord, c'est les plantes ordinaires qui ont des facultés et des principes extraordinaires. Voilà comment moi je les définirais. C'est la première forme de médication, c'était celle-là. Donc peut-être que dans les cavernes, ils n'appelaient pas ça simple, mais bon, ça en était déjà. Le jardin des simples, ça remonte à Charlemagne. Hein. C'est à cette époque-là que dans les couvents, il y avait le jardin des simples. Elles sont simples dans le sens où elles sont là, présentes autour de chez nous. Pourquoi on appelait ça les simples, c'est que ça faisait opposition à tous les remèdes hyper sophistiqués, composés, notamment les thériaques, les choses comme ça, des remèdes précieux, qui étaient des fois où il y avait 100, 200, la thériaque de Venise, je crois que c'est 140 ou 160 composants. Les simples, c'était l'inverse, c'était la médecine du peuple. Les simples, c'est les plantes médicinales et aromatiques de montagne. Là, je crois que le terme est bien choisi. Mais les simples, ça veut dire bien autre chose. Hein. Ça veut dire aussi le syndicat intermassif, donc toute l'appellation pour l'économie des simples. Donc l'économie à double sens, hein. C'est-à-dire l'économie, pouvoir en vivre, mais aussi savoir les économiser. Les simples, c'est la plante qui correspond le plus au rapport qu'on peut avoir avec l'extérieur. C'est-à-dire, elle n'est pas simplement médicinale. Elle est médicinale, elle est aromatique, elle est alimentaire. Tu peux l'utiliser dans le côté artisanal. C'est une... Ouais, ça fait appel à une inventivité, à la création, à des rapports justes. Les simples. C'est une trame. C'est une trame, quelque part. C'est un état d'être dans un environnement. Les simples, c'est vraiment ce qui permet de se relier à soi-même et au monde, quoi. C'est un peu comme la musique, en fait. C'est un langage en soi. Puis la troisième, c'est la bande-annonce du film, L'Esprit des simples, qui s'est produit de manière un peu mi-hasard et nécessité, hein, à l'occasion d'un clash, on va dire, d'une confrontation entre la médecine officielle, conventionnelle, disons, et puis les médecines alternatives autour des plantes, comme la phytothérapie, par exemple, qui est une des médecines alternatives, très nombreuses, voilà. Ben pour moi, les simples, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est-à-dire c'est un état d'esprit. La première fois que j'ai entendu le mot, pour moi, c'était un terme qui désignait les plantes avec lesquelles on se soignait. Donc ça remonte peut-être pas à la nuit des temps, mais si, quelque part. Parce que c'est la première forme de médication, c'était celle-là. Alors c'était juste après la guerre de 14. Là, je lis dans cet ouvrage
de ce manuel scolaire, c'était quand même des quantités assez incroyables. Problème de calcul. Les 32 élèves d'une école ont récolté au printemps 1480 kg de pissenlit et 430 kg de fleurs de violette. C'est de la relation. La plante, ça véhicule bien autre chose que des principes actifs, des constituants et du tiroir caisse. Et voilà, ça nous réunit, ça réunit les gens. C'est pas du maïs, c'est pas du tournesol, c'est bien autre chose. Les gens, ils achètent un paquet de thym, ils savent que c'est pour mettre dans leur ragoût, mais quand même, ils te demandent le thym, si c'est bien vrai que ça aide à digérer, si c'est bien vrai que c'est antiseptique. Il y a une demande énorme de santé. Mes premiers contacts vraiment avec les savoir-faire médicinaux, traditionnels, ancestraux, ça a été en Argentine. Et là, j'ai rencontré par contre surtout des femmes, des mamies, des anciennes qui avaient cette volonté de transmission et les jeunes aussi qui étaient pas mal en questionnement de récupérer ça, de ne pas les perdre en tout cas. On voit bien que les médecines douces gênent et gênent pas par leur aspect économique, mais gênent parce que justement elles ouvrent les mentalités, qu'elles ouvrent d'autres perspectives. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait cette ouverture, c'est tout. En Inde, par exemple, eh ben, il y a un savoir traditionnel, il y a une médecine traditionnelle, l'Ayurveda, qui a répertorié des usages de plantes médicinales depuis quelques milliers d'années. Et ce savoir, aujourd'hui, est repris par le monde moderne et réinstitutionnalisé dans des universités, dans des écoles. C'est une lecture, c'est participer au truc, être dedans, quoi. On n'est pas séparé du reste du monde. On n'est pas séparé de la plante. On n'est séparé de rien. On est fondamentalement dans l'unité les uns avec les autres. Donc si on n'a pas la conscience de ce respect-là et la conscience de nos actes, on ne va jamais s'en sortir. Et c'est pour ça que la conscience est de plus en plus essentielle et surtout la conscience de l'unité, que tout est un quelque part. Et pourquoi, alors mon regard, si tu veux, parce que je vais quand même parler un peu de moi, mais très brièvement, c'est que, en fait, quand j'avais 23 ans, je rêvais d'être ethnologue. Alors j'ai un regard un peu ethnologique, ce qui donne une certaine connotation au film, hein, qui ne rentre pas totalement dans les clous des festivals d'ailleurs. Et après, ben, j'ai fréquenté très assidûment le comité du film ethnographique et mon regard a été forgé à travers ça. Notamment, j'ai connu Jean Rouch très bien. Et bon, d'ailleurs, il a produit un des premiers films qui était très moyen, mais enfin bon, il y a une quarantaine d'années. Hein. Et voilà. Et après, j'ai baroudé un peu partout, notamment en Afrique, mais je n'ai fait qu'un film qui se tient un peu seulement dans les Cévennes. Une fois à la retraite.